Bonjour à toutes et à tous. Notre cours d'aujourd'hui portera sur les abcès hépatiques. Nous aurons comme objectif d'apprentissage, dans un premier temps, c'est de pouvoir diagnostiquer un abcès du foie. Dans un second temps, de pouvoir faire la distinction entre un abcès apiogène ou bactérien d'un abcès amibien d'origine parasitaire. Et enfin, de connaître et d'énumérer les différentes modalités de prise en charge thérapeutique. Certains prérequis sont nécessaires, à savoir connaître l'anatomie du foie, de connaître la physiologie hépatique, de connaître la sémiologie de l'abcès du foie. Pour rappel, le foie est un organe thoraco-abdominal. Il est situé à la partie supérieure et droite de l'abdomen, soit l'hypocondre droit. C'est un organe qui est volumineux, pèse environ 1500 grammes. Il appartient au système digestif et assure de nombreuses fonctions vitales à l'organisme. Le foie possède ainsi trois fonctions principales, une fonction de synthèse, de stockage et d'épuration. Il intervient dans la plupart des métabolismes, à savoir le métabolisme des glucides et des lipides. Il intervient dans la synthèse des principales protéines sanguines, à savoir l'albumine, les globines et les facteurs de coagulation. Il intervient dans la dégradation des substances toxiques, c'est sa fonction d'épuration. Il permet d'éliminer dans les urines l'urée issue de la dégradation de l'ammoniac. Il permet également de transformer la bilirubine libre en bilirubine conjuguée qui est ensuite déversée dans la bile. Et il permet également le métabolisme de certains médicaments. Le foie est le siège de la synthèse de la bile. La bile intervient dans la digestion des graisses. Elle a également pour fonction de transporter jusqu'à l'intestin des produits liposolubles et de les éliminer après leur passage dans le foie. Sur le plan anatomique, le foie est constitué de deux lobes, le lobe droit et le lobe gauche, séparés par le ligament falciforme. Il présente à sa face inférieure le pédicule hépatique, qui est formé par la voie biliaire, les artères hépatiques et la veine porte. Il faut dire que le foie reçoit le sang de deux vaisseaux majeurs, l'artère hépatique, qui est issue du tronc iliaque, elle-même branche de l'aorte, et par la veine porte, qui apporte tout le sang veineux des parties sous-diaphragmatiques du tube digestif, de la rate et du pancréas, soit les 75% du volume sanguin hépatique. La veine porte est constituée par la confluence de la veine mésentérique supérieure et du tronc splénomésaraïque. Le tronc splénomésaraïque est constitué par l'union de la veine mésentérique inférieure et de la veine splénique. La veine mésentérique supérieure draine le sang issu du côlon droit et d'une partie du côlon transverse, et également de la totalité du sang issu de l'intestin grêle. La veine mésentérique inférieure draine le sang d'une partie du côlon transverse gauche, du côlon gauche et du rectum, tandis que la veine splénique draine le sang de la rate et d'une partie du pancréas. Une partie du sang de l'estomac est drainée dans la veine mésentérique supérieure, l'autre partie est drainée dans le tronc directement dans la veine porte. Ainsi, le sang de la veine porte apporte les nutriments absorbés provenant de l'ensemble du tube digestif qui seront transformés au cours de leur passage dans le foie. Comme définition, l'abcès du foie constitue ou représente toute collection suppurée en rapport avec l'invasion et la multiplication de micro-organismes détruisant le tissu hépatique. Ces micro-organismes peuvent être d'origine bactérienne, c'est les abcès apiogènes, ou bien d'ordre parasitaire,
essentiellement amibiens. Ils peuvent être mixtes s'il s'agit dans ce cas-là d'abcès parasitaires surinfectés par des pyogènes, ou encore plus rarement fungiques, qui sont observés le plus souvent sur un terrain fragile, immunodéprimé. Dans un premier temps, nous aborderons les abcès apiogènes et nous adopterons le plan suivant. Il faut dire que les abcès apiogènes sont peu fréquents, que leur fréquence augmente avec l'âge et le terrain. Par terrain, on incrimine le diabète, la dénutrition et l'immunodépression, pour dire qu'il s'agit le plus souvent de terrains fragilisés. Il faut dire que les signes clinico-biologiques révélant les abcès apiogènes ne sont pas spécifiques, qu'on a recours à des examens d'imagerie pour surseoir le diagnostic. Généralement, c'est l'échographie et le scanner. Le traitement des abcès hépatiques est dominé par l'antibiothérapie et le drainage éco-guidé. Ces abcès peuvent être très graves car ils mettent en jeu le pronostic vital de par leurs complications locales et systémiques. Leur pronostic est conditionné par le terrain sur lequel ils surviennent, par la rapidité du diagnostic et donc de la célérité de la prise en charge thérapeutique. Sur le plan épidémiologique, pour le répéter, il s'agit d'une infection rare, peu fréquente, un cas pour 10 000 hospitalisations. Elle survient en général chez l'homme. Il y a une discrète prédominance masculine, âgée d'environ 60 ans, et favorisée par certaines situations telles que les transplantés hépatiques, les diabétiques et les cancers évolutifs, ceux qui ont en commun un terrain fragilisé, immunodéprimé. La mortalité est en nette régression. La mortalité était de l'ordre de 70% dans les années 30. Elle est de 40% avant les années 80. Elle tombe à 10 à 20% durant ces dernières décennies. Ceci du fait des progrès de la prise en charge, particulièrement des antibiotiques et des traitements non opératoires, du traitement radiologique, à savoir le drainage percutané. Sur le plan physiopathologique, il faut dire que la survenue d'un abcès du foie correspond à un déséquilibre entre la contamination microbienne et les moyens de résistance du foie à l'infection. L'inoculation du foie peut se faire par plusieurs portes d'entrée, à savoir biliaire dans 30 à 50%. Elle peut être secondaire à une obstruction biliaire avec un oncochocolite. L'obstruction biliaire va entraîner une stase biliaire, donc pullulation microbienne. Cette obstruction peut être bénigne, le plus souvent il s'agit de calcul ou de lithiase, ou encore d'anastomose biliodigestive avec sténose de cette anastomose. L'obstruction peut être maligne, il s'agit le plus souvent de tumeurs des voies biliaires, de tumeurs de l'ampoule de Vater ou encore de tumeurs de la tête du pancréas. L'origine biliaire peuvent être iatrogènes, à savoir lors de manipulation instrumentale, lors des CPRE ou de la cholangiographie périentoscopique rétrograde. La porte d'entrée, elle peut être d'origine veineuse portale, dans 15 à 20% des cas. Comme on a vu lors du rappel anatomique que la veine porte draine la totalité des viscères sous-diaphragmatiques, donc une diverticulite ou bien un abcès post-opératoire, une suppuration anale, une appendicite ou encore une maladie inflammatoire chronique de l'intestin peuvent être à l'origine d'un bactériémie et donc d'un abcès du foie. Le cancer colique représente la plus fréquente des causes malignes d'origine portale. La contamination ou bien peut se faire par voie artérielle, ou bien la bactériémie peut se faire d'origine artérielle. Elle réalise en général des abcès uniques
qui surviennent lors d'une bactérémie massive sur un terrain immunodéprimé. L'origine peut être un abcès dentaire, une pneumopathie, une infection urinaire ou encore une endocardite. La contamination peut se faire par voie locale ou par contiguïté. C'est le cas des cholécystes aigus ou bien des abcès sous-hépatiques. Ceci lors d'une perforation d'une cholécystite, encore d'une perforation d'un cancer ou d'une tuberculose de longue colique 3, ou encore la surinfection d'un hématome. L'origine peut être traumatique dans 1 à 3% des cas, et enfin, dans 10 à 20% des cas, on ne retrouve pas de cause directe à cet abcès hépatique. On parle d'abcès cryptogénique. Quels sont les germes en cause? Donc, il pourra s'agir de bactéries aérobies à gram négatif dans 40 à 60% des cas, essentiellement de l'Escherichia coli, des bactéries anaérobies, 35 à 45% des cas, ou encore des bactéries aérobies gram positifs dans 10 à 20% des cas. Dans 15 à 30% des cas, il s'agit d'infections polymicrobiennes. Les bacilles gram- et les bacilles gram+ sont impliqués dans les abcès d'origine biliaire, tandis que les anaérobies dans les abcès d'origine colique. Les staphylocoques aureus et les staphylocoques bêta-hémolytiques sont isolés dans les abcès d'origine iatrogène. Les abcès hépatiques peuvent avoir leur gravité en rapport avec leurs conséquences. Les conséquences peuvent être d'ordre général, s'il s'agit d'un sepsis, avec des métastases septiques, à savoir des emboles septiques à distance au niveau vers le cerveau ou le poumon. Ils peuvent être à l'origine d'un état de choc septique, ne répondant pas aux mesures de remplissage, ou encore à un stade beaucoup plus avancé, à une défaillance multiviscérale qui peuvent être létales. L'abcès hépatique peut avoir des conséquences locales et régionales en rapport avec les phénomènes inflammatoires liés au sepsis qui peuvent être à l'origine d'une thrombose, à savoir d'une thrombose du système porte ou encore des veines sushépatiques. Parfois, un volumineux abcès peut se rendre dans le péritoine et être à l'origine d'une urgence chirurgicale, à savoir une péritonite, ou encore se fistuliser dans un organe de voisinage. Rarement, l'abcès hépatique se fistulise à la peau. Il faut dire que ces conséquences sont d'autant plus fréquentes et plus graves que le terrain est fragile. Comment se présente l'abcès hépatique? Il faut dire que le tableau clinique est peu spécifique, que le syndrome fébrile représente 80 à 90% des signes. C'est une fièvre de type septicémique enclochée avec des frissons. Parfois, il s'agit d'une fièvre au long cours. Cette fièvre s'associe en général à une douleur de l'hypocondre droit, parfois à un ictère dans 15% des cas. Il faut dire que l'ictère est inconstant. Dans certains cas, on note un amaigrissement, une altération de l'état général, parfois des nausées et vomissements. On va noter également lors de la palpation une hépatomégalie. Cette hépatomégalie a la caractéristique d'être douloureuse à la palpation ou à l'ébranlement. On peut également retrouver une défense abdominale qui siège au niveau de l'hypocondre droit ou à l'épigastre. Il faudrait donc retenir que devant toute hépatomégalie douloureuse et fébrile, il faudrait penser à l'abcès du foie, c'est la triade de Fenton. Parce que la fièvre, c'est un élément qui est quasi constant dans 80 à 90% des cas, et que l'hépatomégalie douloureuse est retrouvée dans 6 à 30% des cas. Par contre, l'ictère est un élément qui est inconstant.
Devant ce tableau clinique, certains examens devront être faits. Donc, des examens biologiques seront demandés. Il faudrait également faire la remarque et dire que les anomalies biologiques sont peu spécifiques et qu'elles sont que le reflet d'une suppuration profonde. Donc on va se retrouver avec un syndrome inflammatoire fait d'une hyperleucocytose supérieure à 12 000 de blanc par millimètre cube, à prédominance polynucléaire neutrophile qui traduit une infection apiogène, une C-réactive protéine ou CRP qui reste élevée, une anémie normocytaire d'origine inflammatoire. Le bilan hépatique sera perturbé avec cytolyse et ou cholestase, et enfin une hypoalbuminémie, comme on a vu lors du rappel physiologique. La destruction du parenchyme hépatique va entraîner la diminution de synthèse de l'albumine et qui va se traduire par cette hypoalbuminémie. Cependant, l'examen qui reste fondamental, ce sont les examens d'imagerie. Ces examens d'imagerie vont pouvoir faire le diagnostic positif, pour nous permettre de réaliser la cartographie des abcès et de rechercher des complications et donc d'entreprendre la stratégie thérapeutique. L'imagerie va nous permettre de faire le diagnostic étiologique, savoir l'origine digestive, biliaire ou extra-digestive, et enfin, l'imagerie a un rôle thérapeutique, particulièrement lors du drainage. L'abdomen sans préparation ou bien une radiographie du thorax de face peut être réalisée. Elle va montrer une surélévation de la coupole diaphragmatique avec ou sans épanchement pleural. L'examen le déterminant et l'examen clé, c'est l'échographie abdominale. Il va être demandé dans la première intention. Il va permettre de faire le diagnostic. Il va montrer une ou plusieurs images hépatiques d'écostructures variables selon le stade évolutif de l'abcès. En phase présuppurative, il va montrer des lésions échogènes, hétérogènes, de contours irréguliers. Ces images peuvent simuler dans certaines situations des tumeurs solides. En phase suppurative, le contenu devient hypo ou anéchogène avec de fins échos flottants, parfois multiloculés. Les contours sont arrondis à parois nettes avec une coquille épaisse et hétérogène avec un aspect en cocarde. L'échographie abdominale a un deuxième avantage, elle permet de faire le diagnostic étiologique, elle peut montrer une appendicite aiguë, une cholécystite aiguë, voire une diverticulite. Toujours l'échographie abdominale, elle est essentielle lors de la réalisation de la ponction ou du drainage, donc elle a un rôle thérapeutique. Le deuxième examen, c'est la TDM abdominale. C'est un examen qui est devenu systématique en pratique courante. Il est réalisé avec une acquisition sans injection de produit de contraste, puis avec injection d'un produit de contraste iodé avec un temps artériel et portal. La TDM abdominale va préciser entre autres le siège, la taille, le nombre et les rapports de ces abcès. Et elle va montrer une ou plusieurs images qui sont variables en fonction du stade évolutif de l'abcès. En phase pré-suppurative, la lésion est donc hypodense avasculaire et qui peut simuler ou mimer une tumeur. Après injection de produits de contraste, on peut observer un rehaussement périphérique. On peut également retrouver l'aspect en cible avec un centre qui est hypodense, une périphérie épaissie et rehaussée. Mais l'aspect le plus caractéristique, c'est l'aspect en double cible avec un centre qui est hypodense, une périphérie épaissie et rehaussée
et un halo périphérique au niveau du foie sain correspondant à l'inflammation périlésionnelle. Le troisième examen, c'est l'imagerie par résonance magnétique ou IRM. Cependant, c'est un examen qui n'est pas disponible au niveau de toutes les structures et qui n'apporte pas d'éléments supplémentaires à l'échographie ou au scanner, et il n'est pas réalisé de façon routinière. Au total, on peut dire que l'imagerie va nous permettre d'apprécier ou nous donner des éléments qui vont nous orienter vers le type de thérapeutique, soit la taille de la lésion, le nombre qui peut être unique ou dans 60 à 80% des cas, et peut-être double dans 10 à 20% des cas, ou bien multiple, la localisation de l'abcès, soit le lobe droit 65%, le lobe gauche, la localisation gauche est de l'ordre de 10 à 20% des cas. Cependant, on ne retrouve pas de différence selon l'étiologie et le type du germe. C'est pour cela qu'une preuve bactériologique est nécessaire. C'est le diagnostic microbiologique qui va se faire grâce à des hémocultures. Le diagnostic est retrouvé, les hémocultures sont positives plutôt dans 40 à 60% des cas. Elles seront répétées à 3 reprises et sont réalisées lors du pic fébrile ou des frissons. Elles sont réalisées sur des milieux aéro et anaérobies. Le diagnostic microbiologique va être réalisé sur liquide de ponction en cas de négativité des hémocultures. Le diagnostic est posé dans 90% des cas. Il va être réalisé grâce à une aiguille fine sous contrôle échographique ou scanographique et bien sûr sous couverture antibiotique. Le diagnostic étiologique. L'origine de l'abcès est retrouvée dans 90% des cas. On retrouve globalement 3 causes majeures d'abcès. L'abcès d'origine biliaire dans 30 à 50% des cas. Comme on a vu, ils sont secondaires à une obstruction biliaire d'origine bénigne ou maligne. Ils sont souvent associés à une angiocolite. Ils sont de petite taille, multiples et communiquent avec la biliaire. Et ils sont favorisés par les anastomoses biliodigestives, les cathétérismes rétrogrades endoscopiques ou bien un drainage biliaire percutané. Ils sont de cause digestive ou bien on peut dire veineuse portale. Ils compliquent les bactériémies portales importantes en rapport avec la diverticulite, les suppurations anorectales, les abcès intra-abdominaux et enfin les cancers coliques. Les causes extradigestives ou encore artérielles, donc 5% des cas, elles surviennent dans un contexte d'immunosuppression, soit patients infectés par le VIH ou encore les transplantés. L'abcès peut être en rapport avec un abcès dentaire, une pneumopathie, une infection urinaire ou encore une endocardite. Cependant, l'étiologie peut ne pas être retrouvée, et c'est le cas dans 10% des cas. Ce sont les abcès cryptogéniques. Ce tableau résume la plupart des étiologies des abcès hépatiques. Donc, comme on a vu, les abcès biliaires, les abcès d'origine portale, d'origine artérielle. L'abcès peut se constituer sur des lésions préexistantes, sur un foie pathologique, soit une tumeur, soit une infection d'organes de voisinage, ou encore d'un kyste hépatique simple ou bien sur un kyste hydatique qui va se surinfecter. L'abcès hépatique peut être une complication du chirurgie, particulièrement les DPC, les duodénopancréatectomies céphaliques réalisées pour des tumeurs pancréatiques ou encore au décours d'une transplantation hépatique. Et également, il peut se voir lors de sténose d'anastomose biliaire.
Quelles sont les complications? Les complications, comme on a vu, peuvent être d'ordre local et régional. Pour se répéter, c'est en rapport des phénomènes inflammatoires liés au sepsis local. Ce sepsis local va être à l'origine d'une thrombose, donc thrombose de la veine porte ou encore des veines hépatiques. Cet abcès peut se rompre dans le péritoine et comme on a vu tout à l'heure, il peut être à l'origine d'une péritonite ou encore dans une structure de vaginage. Les complications générales, le sepsis, des métastases septiques à distance, l'état de choc ou encore une déférence multiviscérale. Comment distinguer ce qui n'est pas abcès hépatique, apiogène? Donc c'est souvent le diagnostic et le plus souvent la corrélation entre les éléments cliniques et l'analyse des examens d'imagerie. Donc il faudrait analyser le contexte, analyser l'imagerie, soit l'échographie ou le scanner. C'est ce qui va permettre de trancher. Ainsi, on va pouvoir éliminer les abcès parasitaires, savoir le kyste didatique du foie, du fait par la notion de comptage, la notion de zone d'endémie et la notion d'élevage d'animaux. Les abcès parasitaires amibiens, donc qu'on va discuter tout à l'heure. Donc il faudrait éliminer les abcès fongiques. Les abcès fongiques ou bien abcès par des champignons, ils surviennent le plus souvent, c'est chez des personnes, des patients immunodéprimés très fragilisés. Il faudrait éliminer les kystes biliaires, les kystes biliaires compliqués de surinfection, les kystes biliaires compliqués de surinfection ou d'hémorragie, les tumeurs hépatiques nécrosées, à savoir les adénomes, les carcinomes hépatocellulaires ou encore les métastases kystiques de sarcome ou d'ovaire ou du pancréas qui peuvent prêter à confusion avec un abcès du foie. Sur le plan thérapeutique, le traitement comprend le traitement de l'abcès qui va associer l'antibiothérapie dans un premier temps et l'évacuation du pus suivi ou non de drainage. Ensuite, le traitement de la lésion responsable. Nous aurons comme arsenal thérapeutique l'antibiothérapie. L'antibiothérapie associée à un traitement percutané, soit une ponction aspiration ou encore un drainage percutané. Et enfin, le drainage chirurgical. L'antibiothérapie devra être initialement administrée par voie parentérale. La durée sera 1 à 2 semaines. La durée du traitement est encore controversée. On utilisera des céphalosporines de 3e génération associées ou non à des aminosides ou encore au métronidazole. Ensuite, le relais se fera en fonction et se fera par la suite, sera adapté au prélèvement. Le traitement sera prolongé de 4 à 6 semaines par voie orale. Il faut dire que le traitement antibiotique doit être obligatoirement réalisé avant toute manœuvre invasive sur l'abcès. Il faut dire également que le traitement antibiotique ne doit pas être la seule thérapeutique, particulièrement si la taille de la lésion est supérieure à 5 cm. Le traitement percutané deux façons de faire, soit une ponction aspiration ou bien de drainage percutané. La ponction aspiration, elle est
réalisé pour les abcès de moins de 50 mm ou encore devant un abcès simple. Le drainage percutané avec un drain à demeure qui va être laissé en place puis enlevé une fois qu'il ne ramait plus, c'est une solution qui est beaucoup plus efficace. Elle est indiquée pour les abcès de plus de 50 mm, surtout si l'abcès est multilobé. Le drainage percutané est également indiqué en cas d'échec de 3 ponctions. Il faut dire que c'est un geste qui est simple, peu invasif, qui peut être réalisé sous anesthésie locale. Il est réalisé sous contrôle échographique ou scanographique. Le drainage chirurgical. Ce drainage chirurgical était resté valable jusqu'aux années 80. Il a été considéré comme traitement de choix, mais sa mortalité reste élevée jusqu'à 60 à 80% des patients traités par drainage chirurgical décédés. D'abord, elle est réalisée le plus souvent par la parotomie. Le principe est d'évacuer l'abcès, de prélever du pus pour culture, réaliser la nécrosectomie et de prélever des fragments pour études anatomopathologiques, terminer l'intervention par un drainage de la cavité résiduelle. Le drainage doit être déclivé large, et enfin traiter les lésions abdominales à l'origine de cet abcès. Actuellement, toutes ces étapes peuvent être réalisées par cystoscopie. Le drainage chirurgical a vu ses indications fortement diminuer de par de l'avènement de la radiologie interventionnelle, et actuellement le drainage chirurgical reste proposé en cas d'échec du traitement percutané bien conduit. Encore en première intention, si l'abcès est compliqué, ça veut dire qu'il est rompu ou fistulisé. Si l'abcès est très cloisonné et qu'il ne répond pas à l'antibiothérapie, ou encore si la cause est chirurgicale et urgente, à savoir appendicite, sigmoïdite perforée ou cholécystite abcédée. Dans ce cas-là, le traitement de la cause nécessite un acte chirurgical urgent, et au passage, on traitera l'abcès du foie. Et enfin, un élément très important, il ne faudrait pas oublier le traitement de la cause. Il faudrait assurer la vacuité de la voie biliaire si la cause est d'origine biliaire, particulièrement lithiasique, par la réalisation d'une CPRE. Il faudrait traiter par voie chirurgicale la cause à l'origine, à savoir l'appendicite, la péritonite, la sigmoïdite ou une tumeur infectée. Et enfin, si la cause est d'origine artérielle, il faut traiter la porte d'entrée, à savoir une infection pulmonaire, une infection urinaire ou une infection dentaire, sous peine de voir cet abcès récidiver ou être compliqué. Un mot sur le pronostic. Donc, il faut dire que le pronostic des abcès hépatiques s'est amélioré au cours du temps, du fait de l'avènement de la radiologie interventionnelle et de l'amélioration de la qualité des antibiotiques, que la mortalité des abcès hépatiques varie de 10 à 40% des cas, et que cette mortalité est passée de 17 à 24% dans les séries publiées avant les années 2000 à 0 à 4% dans les séries actuelles, et que il a été dégagé 3 facteurs de risque de mortalité: les patients atteints de diabète sucré, encore les abcès multiples ou la survenue d'un sepsis sévère, encore le choc septique. C'est des facteurs qui augmentent le risque de mortalité. En conclusion, on peut dire que cette pathologie, elle est rare, mais elle est potentiellement grave, elle peut être mortelle, que le tableau clinique et biologique est peu spécifique, et donc il faudrait y penser devant toute
hépatomégalie douloureuse et fébrile, que le scanner ou bien permet le diagnostic positif étiologique, le diagnostic des complications et permet de réaliser un geste thérapeutique. Le traitement par antibiotiques double et prolongé associé au drainage reste la référence. Il ne faut pas oublier le traitement étiologique et que le pronostic a été amélioré par le traitement percutané, donc le traitement non opératoire par radiologie interventionnelle, et que la chirurgie garde des indications qui sont restreintes. On entame maintenant le second volet des abcès hépatiques, c'est les abcès amibiens. Il faut dire que ils sont plus fréquents et il faudrait y penser au retour d'un voyage tropical. Et il faudrait même y penser, même à distance du retour de ce voyage. Que le germe responsable, c'est l'Entamoeba histolytica. Que le sujet atteint le plus souvent, c'est des sujets jeunes. Et on observe peu de formes compliquées. Elle est toujours précédée d'une amybiase colique qui se traduit par une diarrhée sclérosanglante avec un syndrome rectal. Que la contamination du foie se fait à partir des lésions de muqueuse colique. Les amibes passent dans la veine mésentérique supérieure, puis dans la veine porte et arrivent au foie le plus souvent au niveau du lobe droit. Le tableau clinique est peu spécifique, il rappelle celui de l'abcès hépatique à Biogène. Que le diagnostic repose sur la sérologie de l'amybiase qui doit être renouvelée 2 à 3 semaines en cas de négativité de la sérologie initiale. Que le diagnostic repose sur l'imagerie. L'imagerie a un rôle prépondérant dans le diagnostic. Que le traitement est essentiellement médical. Il repose sur le métronidazole proposé pendant 10 jours, associé ou non à un amébicide de contact. Que le traitement médical est suffisant dans 85% des cas. Le drainage percutané est proposé en cas d'échec du traitement médical, en cas d'abcès avec risque de rupture imminente. Le drainage chirurgical est proposé aux abcès non accessibles à la ponction. Il faut dire également que le meilleur des traitements reste la prévention, et ceci par des mesures de santé publique, à savoir l'information, l'hygiène des mains et l'apport en eau potable. Ceci pour prévenir l'infection amibienne. Il faudrait également informer les voyageurs et donner des consignes, à savoir éviter la contamination par l'eau souillée, les légumes et les fruits. Merci pour votre attention, en espérant de vous revoir bientôt.